Après la censure, TV Liberté subit de plein fouet une nouvelle attaque qui se veut mortelle. En 12 années d'existence, TV Liberté est devenue la première chaîne alternative de France. C'est un succès inédit, construit pierre après pierre, grâce à vous tous. 8,5 millions de vues mensuelles sur toutes nos plateformes, plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, plus de 1 million d'abonnés cumulés sur YouTube, entre la chaîne principale et nos formats courts. Une ascension fulgurante dans un univers médiatique verrouillé. Notre ambition était claire, marcher sur les brisées de la presse mainstream, c'est désormais une réalité en marche. Quand David affronte Goliath et que Goliath commence à vaciller. Mais ne nous leurrons pas, Goliath ne se laisse pas faire. Le succès de TV Liberté dérange. Notre liberté d'expression, nos révélations, nos coups portés à la Macronie et à l'extrême centre agacent les puissants. Résultat, nous sommes attaqués. La dernière salve est d'une violence inédite. Notre banque, celle qui nous hébergeait depuis 12 ans, vient de fermer l'ensemble de nos comptes sans préavis, sans justification, sans recours. C'est une attaque politique, un sabotage déguisé. Après les censures YouTube et l'ostracisme, nous sommes donc victimes d'une nouvelle forme de censure, la censure bancaire. Aujourd'hui en France, une banque peut rayer d'un trait de plume une structure légale, transparente, irréprochable au simple motif de lui nuire politiquement. Pas de faute, pas de procédure, pas de juge, juste le couperet, une exécution financière, une lettre de cachet moderne sur ordre politique. Cette opération a un objectif clair, nous empêcher de lancer notre campagne de dons. C'est donc un acte de guerre contre un média indépendant. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire, bien sûr. Depuis des jours, nous sommes tous mobilisés, avec une énergie incroyable pour trouver des alternatives et des solutions. Depuis ce jour, vous pouvez faire à nouveau votre don à TVL en toute sécurité. Nous avons tenu bon. Nous avons trouvé des solutions, mais au prix de pertes financières importantes. Des centaines de dons ont été impossibles à faire. Nos donateurs, par prélèvement mensuel ou par virement mensuel, sont invités à tout refaire leurs documents de soutien. Cette opération de censure porte évidemment un coup dur à TVL, au plus mauvais moment, celui où nous devons boucler le budget 2025. Cette opération de censure sera un échec total si vous répondez présent. Amis, envoyez tout de suite un don à TVL en réponse à cet appel. En réponse à cet appel, résistez, ripostez, défendez une chaîne libre. Ce n'est pas du chiquet. L'avenir de TVL dépend de vous. Ce n'est pas du chiquet. TVL est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Frédéric Angleviel. Bonjour monsieur. Bonsoir. Frédéric Angleviel, vous êtes professeur honoraire des universités en histoire contemporaine, spécialiste de la colonisation, de l'évangélisation chrétienne et de l'Océanie francophone. Vous publiez l'ouvrage dont on va parler dans un instant, Nouvelle-Calédonie 2025, après la crise insurrectionnelle de mai-juillet 2024. Et quel avenir alors, Frédéric Angleviel, cette insurrection d'essence communautariste de 2 mois l'an dernier dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a mis le feu aux poudres? Alors, comme toujours en histoire, il y a à la fois des causes conjoncturelles et des causes structurelles. Les causes structurelles, c'est effectivement la confrontation de deux visions du monde, de deux légitimités entre la population mélanésienne, qu'on appelle souvent le peuple premier ou les premiers habitants, dont les ancêtres sont arrivés il y a 3000 ans, ce qu'on appelait les Austronésiens, qui sont donnés le monde kanak, et la deuxième vague de peuplement qui s'est mise en place à partir de 1840, avec d'abord des aventuriers, des baleiniers, des missionnaires, puis la colonisation française à partir de 1853. Donc à partir du moment où il y a deux sociétés différentes, qu'il y a une colonisation qui se met en place et que la Calédonie était la deuxième colonie de peuplement de l'Empire français, automatiquement il y a eu des problèmes liés au foncier. Ça c'est la vision structurelle. Au La partage vision des terres, oui. conjoncturelle, voilà, c'est beaucoup plus récent et c'est ponctuel. C'est d'une part qu'en Nouvelle-Calédonie, suite aux affrontements des années 1981-1988, ce qu'on appelle les événements en Nouvelle-Calédonie,
On a eu des accords, d'abord les accords de Matignon-Oudinot qui avaient été signés par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Jacques Lafleur du côté donc des royalistes, des autonomistes, et Jean-Marie Tjibaou du côté des indépendantistes, disons modérés, si on peut dire. Il y avait eu donc un premier accord sur 10 ans, ensuite un choix de ne pas faire de référendum de sortie à la fin de l'accord de Matignon-Oudinot, mais de faire un nouvel accord, l'accord de Nouméa, qui a duré pendant 20 ans. Et là, il n'y a pas eu le choix de nouveau créer un nouvel accord, mais d'aller à un référendum, puis un deuxième référendum, puis un troisième référendum, où chaque fois, les personnes qui pensaient que la Calédonie est mieux dans l'ensemble français, dans la France ultramarine, qu'en tant qu'État indépendant, ont gagné, chaque fois avec un petit peu moins de voix d'avance, mais les deux premiers référendums sont très bien passés et tout le monde a reconnu, je dirais ici, les choix des Calédoniens, y compris devant l'ONU, hein, puisqu'il y avait des représentants de l'ONU qui vérifiaient que tout se passe selon les normes les plus internationales. Et qui plus est, il y avait donc ici un accord de tous sur le fait que ça se passe bien. La troisième référendum ne s'est pas tenu dans les façons habituelles, dans le sens que aussi bien les Mélanésiens, donc indépendantistes, avaient demandé au départ qu'ils se tiennent le plus tôt possible, puisqu'il y avait un choix d'attendre ou pas les élections présidentielles en métropole à l'époque. Et puis, au moment où ça s'est déroulé, on venait d'avoir le Covid. Il y avait eu à peu près 300 décès en Nouvelle-Calédonie dans la moitié de Mélanésiens, ce qui est à la fois petit, peu, faible en quantité et important dans un petit archipel de 270 000, 300 000 habitants. Et d'un seul coup, ils ont demandé effectivement à ne pas aller au référendum à ce moment-là. Donc, il y a eu un boycott du référendum, du troisième référendum par les indépendantistes, ce qui fait qu'évidemment, le troisième référendum a été massivement pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, mais ils ont pu jouer sur le fait que ce n'était pas, ils avaient appelé à ne pas aller voter. Donc, il y a déjà eu le fait que ici, en 2021, les indépendantistes ont dit nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé, et la métropole a voulu effectivement, à l'époque, le gouvernement a dit voilà, vous avez 2 ans maintenant pour trouver le futur accord que vous allez mettre en place, puisqu'on sortait de l'accord de Nouméa et on n'avait pas la solution pour la suite. Donc, c'est mis en place des discussions. Et finalement, on s'est aperçu que les indépendantistes, en particulier l'Union calédonienne, esquivaient, ne venaient pas aux réunions, retarder le processus. Et c'est là que l'État français a dit, bon, bah, puisqu'on n'arrive pas à trouver pour l'instant un nouvel accord, qu'on appelait l'accord global, en attendant, l'État français faisait le choix de changer une des conditions en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le fait qu'il y avait ce qu'on appelait un gel électoral qui, pendant le premier référendum, deuxième référendum, troisième référendum, faisait que 20%, puis 21%, puis 22% des personnes présentes en Calédonie ne pouvaient pas voter parce qu'elles étaient là depuis, comment dire, par rapport à la date qui avait été mise en place. Et il y avait le même problème qui allait se profiler pour les élections locales, ce qu'on appelle les élections provinciales. Et c'est là qu'il y a eu le deuxième conflit conjoncturel, c'est-à-dire que l'État français a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un dégel partiel du corps électoral. Alors, Donc il y avant a eu un d'aller plus processus. loin, je vous coupe, Frédéric Angleviel. Est-ce que vous pouvez revenir sur le déroulé de cette insurrection? Qui en étaient les auteurs et comment s'est-elle terminée? Oui. Alors, à partir du moment où effectivement il y a eu un conflit sur le dégel électoral, l'Union calédonienne a créé en novembre 2023 une cellule, donc une CCAT, une cellule de coordination des actions de terrain, qui a commencé de façon d'abord pacifique, puis de plus en plus, je dirais, conflictuelle, à faire des manifestations pour qu'il n'y ait pas le dégel partiel du corps électoral. Pour simplifier, 20 à 25% des Calédoniens ne votent pas parce qu'ils sont là depuis moins d'abord de 20 ans, puis de 22 ans, puis de 25 ans. Maintenant, on en a 25 ans. Et il disait donc qu'il fallait rester sur ce gel du corps électoral, alors que la France voulait le dégeler grosso modo de moitié, c'est-à-dire sur les 40 000 personnes qui ne pouvaient plus voter, 20 000 seraient rentrées dans le dispositif, c'est-à-dire toute personne qui serait en Calédonie depuis plus de 10 ans, ce qui est quand même important, ce n'est pas les 6 mois ou les 3 ans qu'on peut trouver dans certains autres pays, aurait pu voter. Et c'est là qu'effectivement,
la CCAT d'abord a fait ce qu'ils ont appelé les 10 jours de Kanaki du 3 au 13 mai 2024, avec tout un ensemble de manifestations. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, le processus de vote d'une loi sur le dégel partiel du corps électoral continuait, ils sont passés à un autre niveau, ce qu'ils ont appelé une phase 3. À l'époque, la CCAT donc, avait dit phase 1, on fait de la prévention par rapport à la nouvelle loi qui est en cours. La phase 2, c'était on mobilise les troupes, ici, les militants contre cette loi qui se mettait en place. Et la phase 3, c'était malheureusement les actions violentes. Et donc, dans la nuit du 13 au 14 mai 2024, sur le Grand Nouméa, il y a eu 300 départs de feu, 600 entreprises qui ont été pillées, saccagées et brûlées. Et d'un seul coup, lorsque les Calédoniens se sont réveillés le 14 mai au matin, la situation avait été bouleversée. Et vous évoquez la présence de forces destructrices de 6 000 à 8 000 jeunes Kanaks. Alors, ça s'est fait en deux phases. D'abord, la première nuit, à la fois, ils étaient sans doute beaucoup moins nombreux. On pense peut-être 500, 1000 personnes qui sont intervenues la première nuit, mais qui ont été motivées par tout ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a eu donc des pillages, des saccages. Par exemple, une des deux pharmacies de grossistes a été entièrement pillée cette nuit-là. Beaucoup de magasins, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi, ont vu le pillage en particulier des stocks d'alcool. Donc tout cela a poussé effectivement à qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent sur... Alors on a parlé d'émeutes, on a parlé de barrages, on a parlé de barricades, mais sur les lieux où se trouvaient les conflits. Et on est très vite passé à 3000, puis à 5000 jeunes un petit peu, j'allais dire, désorientés, déscolarisés, désocialisés, qui sont venus, sachant que la plupart de ces barricades étaient dans des quartiers soit populaires, soit près des logements sociaux. Est-ce qu'un accord global, Frédéric Angleviel, a été trouvé entre la fin de cette insurrection et aujourd'hui? On est en plein dans le travail pour la recherche d'un accord global. L'insurrection, en gros, s'est passée en deux phases. Une première phase, disons, forte et violente entre le 13 mai et juillet 2024, où il y a eu malheureusement, bon, après, il y a eu quelques morts qui ont suivi, mais en tout, jusqu'en la fin de l'année 2024, il y a eu 14 morts, dont deux forces de l'ordre, un calédonien, disons, loyaliste ou autonomiste, et un certain nombre de jeunes mélanésiens ou moins jeunes mélanésiens qui participaient à cette insurrection et à ces barricades. On peut dire que la rupture, ça a été en juillet lorsqu'il y a eu les élections législatives et qu'effectivement les gens sont allés voter plutôt que, je dirais, être en conflit dans la rue. Jusqu'à la fin de l'année dernière, ça a été un retour à l'ordre, je dirais, progressif, avec vraiment une très forte volonté des forces de l'ordre de ne jamais aller à la conflictualité excessive. Alors, on observe des inégalités en cours de réduction depuis une quarantaine d'années dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie. Et cette question des inégalités, vous dites qu'elle est un peu la même en métropole avec la jeunesse des banlieues. Pourquoi l'État alors semble-t-il toujours incapable de résoudre ce genre de problème? Est-ce que la division n'est pas au fond une stratégie? L'impression que l'on a, c'est que c'est un problème mondial, qu'il y ait toujours une partie de la jeunesse qui se considère comme étant en dehors un petit peu de la société. On sait tous que la publicité fait penser à tous que tout le monde peut avoir une belle maison, une belle voiture, un bel avenir, et c'est bien plus compliqué. Et il y a un chômage structurel qui s'est développé au niveau mondial. Et là, on a effectivement, j'allais dire, un mélange entre une partie de la population qui a l'impression qu'elle a moins que les autres parties de la population et une partie politique où une communauté a l'impression qu'elle pourrait posséder le pouvoir à elle seule. Donc, Alors, vous distinguez bien, deux choses se cumulent. vous distinguez bien, monsieur, trois euh, parties dans l'organisation de la vie en Nouvelle-Calédonie, à savoir d'un côté les autochtones kanaks, indépendantistes, de l'autre les descendants de colons non indépendantistes, et entre les deux, l'État français.
Et vous évoquez aussi la question de l'État profond français. Que veut-il exactement à l'avenir pour régler les différends entre les deux communautés? Tout à fait. Alors, bien entendu, comment dire, la question est toujours un petit peu plus complexe. Par exemple, il y a des Mélanésiens non indépendantistes. Il peut y avoir dans les autres communautés des personnes indépendantistes. On a aussi, à côté de la population mélanésienne, 40-45% de la population européenne, 37 à peu près de la population. On a 10% de Polynésiens qui sont d'origine wallisienne et futunienne. On a aussi 5% d'Asiatiques originaires donc de l'ancienne Indochine française ou de l'Indonésie. Donc, on a effectivement une population très mélangée. Et donc, ça, c'est ce qu'on a appelé le melting pot ou le vivre ensemble calédonien. Quant à l'état structurel, l'état profond, c'est une véritable question, c'est-à-dire jusqu'à quel point il y a en métropole, dans les structures de l'État, une vision de réflexion à 30 ans, comme l'on donne souvent l'exemple de la Chine, où il y a effectivement une réflexion forte. Et là, on peut se poser la question de ce que veut, et personne ne le sait, je dirais en tout cas facilement, ce que souhaite l'État sur le long terme par rapport à l'indépendance de la métropole et de l'ensemble français. Par exemple, au niveau des métaux, on sait très bien que c'est la Guyane et la Nouvelle-Calédonie qui apportent une diversité et une richesse supplémentaire grâce à la France ultramarine. On sait qu'Emmanuel Macron avait fait le déplacement dans l'archipel au moment de cette insurrection. N'a-t-il pas fixé une ligne claire pour démarquer un petit peu, marquer son empreinte et ce qu'il veut mettre en place? Alors, Emmanuel Macron, le président de la République, était venu le 23 mai donc 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait rencontré le principal leader de la CCAT, Christian Théin, et il lui avait proposé effectivement de ce qu'on appelle la paix des braves, c'est-à-dire que les émeutes s'arrêtaient et effectivement, à la fois, il y avait l'arrêt de la loi sur le dégel du partiel du corps électoral et une discussion tout de suite sur l'accord global. Et à l'époque, les indépendantistes les plus extrémistes avaient souhaité continuer une forte pression sur l'État. Donc ça ne s'était pas mis en place à l'État à l'époque, mais il y avait une volonté de trouver des solutions. Et comme effectivement les partis politiques locaux les plus extrémistes n'avaient pas souhaité entrer dans la voie de la discussion, après le départ du président de la République, les forces de l'ordre avaient repris en main un petit peu, je dirais, les quartiers difficiles. Alors, en analysant la démographie, excusez-moi, de l'archipel, vous expliquez que la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sera encore posée dans les années à venir. Est-ce que l'indépendance est inéluctable dans les 10 à 20 années prochaines? Alors, dans la vie, rien n'est inéluctable. Il n'y a pas de sens de l'histoire, parce que certaines personnes, des fois, estiment qu'il y a un sens obligatoire de l'histoire. La Nouvelle-Calédonie est justement un bel contre-exemple où, alors que c'était une colonie de peuplement où il y avait eu effectivement des conflits non négligeables au point de vue foncier, il y avait aussi la volonté de toutes les communautés de travailler ensemble. On a mis en place ce qu'on appelle vivre ensemble, avec le souhait et le préambule de l'accord de Nouméa donne beaucoup de données dans ce sens de communauté de destin commun, donc une volonté de toutes les communautés, un petit peu comme à La Réunion, hein, un petit peu la même idée de vivre ensemble. Et la question démographique, elle est une question très importante qui fait que dans les 20 années à venir, la population mélanésienne, qui représente 40 à 45% aujourd'hui de la population, représentera sans doute 50-55% de la population. Donc ça pose la question est-ce que dans 20 ans, la jeunesse et les adultes, la jeunesse d'aujourd'hui qui sera adulte dans 20 ans, mélanésienne, pensera que la meilleure solution est de continuer dans la France ultramarine ou souhaitera s'éloigner de la métropole? Est-ce que vous comprenez, monsieur, le souhait des Kanaks, le peuple premier, d'être au centre des négociations? Vous avez cette expression, les Kanaks restent le poteau central de la case. Est-ce que les Kanaks doivent rester au centre du jeu? Alors, c'est un terme qui est utilisé dans l'accord de Nouméa, qui a mis en valeur effectivement le terme utilisé, c'est le Kanak au centre du dispositif, et ça me semble toujours tout à fait pertinent dans le sens que en Nouvelle-Calédonie,
rien ne peut se faire sans un accord entre les communautés et le dépassement un petit peu de soi. Et du reste, on voit bien que les hommes et les femmes politiques essayent toujours à la fois de défendre un petit peu les intérêts de leurs convictions et de leur communauté, mais en même temps, tous essayent de proposer des solutions où l'ensemble des populations puissent perpétuer le vivre ensemble. Alors, vous proposez personnellement, monsieur, des pistes de réflexion pour sortir de ces crises qui agitent la Nouvelle-Calédonie depuis les années 70 environ. Vous parlez d'un double fédéralisme interne et externe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionnerait et à quelles conditions ça peut être, cela peut aller de l'avant? Tout à fait. Alors d'une part, comme je suis historien, ce qui était important, c'était un petit peu de décortiquer la crise de l'année 2024, et ensuite par rapport donc à cet avenir qui se met en place, de faire des propositions aux hommes et femmes politiques, mais en même temps qui ne soient évidemment pas contraignants, qui ne soient pas, je dirais, une sorte d'ukase en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc l'idée, c'est de donner quelques éléments de base aux hommes et femmes politiques qui les connaissent par ailleurs déjà, bien sûr, pour qu'ils puissent travailler à leur accord global. Le reste, actuellement, vu que c'est difficile quand même de sortir de cette crise, on parle de plus en plus de plutôt mettre en place un compromis qui convienne à l'ensemble des forces politiques, plutôt que le terme d'accord global qui était presque trop positif. Donc il y a effectivement, en tout cas, au point de vue des élus, une volonté de sortir de cette crise par le haut, hein, une synergie par le haut, et au point de vue du fédéralisme interne et interne que j'évoque, qui Interne et n'est externe, oui. voilà, qui ne vient pas de moi-même, mais effectivement de toutes les réflexions locales, en particulier de Pierre Breténier, donc un ancien homme politique, ou de Jean-Yves Fabran, un professeur de droit public honoraire. On a cette idée que d'abord, il faut conserver les trois provinces, puisque ça, c'était ce qui avait été mis en place donc par Michel Rocard, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou en 1988 dans l'accord de Matignon-Oudinot, c'est-à-dire qu'il y ait la création de ces trois, si on va appeler ça des départements au niveau national et qu'on appelle des provinces en Nouvelle-Calédonie, où, de fait, la province des îles est gérée par les indépendantistes, la province nord peut effectivement basculer d'un côté ou de l'autre, mais globalement est électoralement favorable aux indépendantistes, et où la province sud reste du côté des autonomistes. Donc il y avait ici une sorte de bascule et d'équilibre, sachant que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui maintenant peut faire des lois locales, et le gouvernement local euh, était généralement du côté autonomiste. Donc il y avait tout un équilibre assez délicat qui avait été mis en place, qui évidemment avec la démographie change, évolue, et qui permet normalement à chacun de trouver sa place. Donc conserver ce fédéralisme interne lié aux trois provinces, et le fédéralisme externe, c'est voir quelle est la part de droits régaliens qui doivent rester à la métropole et ceux qui doivent être transférés en partie à la Nouvelle-Calédonie, sachant que beaucoup de choses ont déjà été transférées avec l'accord de Nouméa, et que à la fois il y a des transferts toujours possibles, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des compétences partagées. Et vous parlez aussi d'un fonds patrimonial kanak, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, alors l'idée, je dirais, c'est que tout le monde en Calédonie actuellement dit, pour sortir de la crise, il faut refonder la Nouvelle-Calédonie, la réformer, voire la révolutionner. Et en même temps, personne n'est d'accord sur les mêmes éléments. Par exemple, les forces économiques disent ah ben, il faut faire des réductions de dépenses, il faut que, je dirais, le territoire soit en équilibre financier. Les personnes de la société civile disent il faut vraiment combattre les inégalités sociales que vous citiez tout à l'heure, et en même temps trouver de façon d'accroître la part du monde kanak dans la société. Chacun a des idées. Donc, une idée parmi d'autres, ça serait de créer un fonds patrimonial kanak qui pourrait être abondé d'1 milliard CFP tous les ans, qui pourrait être géré par donc des responsables reconnus kanak, en particulier en s'appuyant sur le Sénat coutumier, qui est une sorte de CESE, je dirais, communautaire local, et qui permettrait d'abonder, puisque il ne faut pas oublier que nous ne sommes que 270 000 l'année dernière, que suite à la crise, nous ne sommes plus que 260 000, parce que malheureusement, 10 000 Calédoniens, j'allais dire, se sont évaporés, ont eu peur, ont perdu leur emploi, et donc ont quitté la Nouvelle-Calédonie. Donc on est dans une situation quand même de crise durable pendant au moins 4 ou 5 ans, le temps de se
remettent à peu près du fait que l'année dernière, il y a eu 10 à 20% quand même du PIB qui a disparu en fumée. Donc toujours est-il qu'ici, il y a la nécessité pour les Calédoniens de trouver les moyens d'aller mieux demain. Et pour terminer, vous dites qu'il nous faut réfléchir à l'homme calédonien de demain. Comment voyez-vous les choses? Comment l'imaginez-vous, cet homme calédonien? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une démarche qui a été faite en Polynésie française il y a 20 ans, où il y a eu donc de grands rassemblements et de grandes réunions pour se poser la question de l'homme polynésien. Il faudrait se poser la question, effectivement, de l'homme calédonien, sachant que la différence avec la Polynésie française, où il y a grosso modo 95% de Polynésiens et 5% de Popas et de Métis sur place, ici, on a un patchwork de communautés, donc c'est évidemment plus difficile. Il n'y a pas un seul modèle. Et la question pourrait être intéressante de se poser la question finalement de deux modèles, à la fois de l'homme kanak, pilier central, et en même temps l'homme moderne, l'homme, je dirais, mondial, et trouver le plus de passerelles possibles. Il y en a de façon concrète, mais de façon aussi technique, entre les deux visions. Ce qui pourrait effectivement influencer l'éducation, puisqu'on fonctionne selon l'éducation classique, et en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas des parcours différenciés pour faciliter les choses? Parce que on parle en Calédonie d'échec scolaire et en particulier de certaines communautés. On peut dépasser la notion d'échec scolaire si on pense à refonder en profondeur l'éducation nationale. Mais ça veut dire qu'il faut avoir effectivement sur le plan politique une vraie réflexion. Votre ouvrage, Frédéric Angleviel, s'appelle Nouvelle-Calédonie 2025 après la crise insurrectionnelle de mai-juillet 2024. Quel avenir à retrouver pour nos téléspectateurs sur la boutique de TV Liberté? Merci à vous, monsieur. Je rappelle que vous étiez en direct de Nouvelle-Calédonie et qu'à cette heure-là, chez vous, il est plus de 11 heures du soir. Tout à fait, 23 heures. Merci, monsieur. Merci bien.